Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Alors, comme vous le savez, AI for Tomorrow, c'est une communauté, un média et des projets. Et donc, si vous souhaitez vous participer à cette communauté ou à l'aspect plutôt média ou au projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et n'hésitez pas, surtout, si vous souhaitez pousser un projet à impact environnemental, sanitaire ou sociétal, à aller sur notre site internet AI4tomorrow.co pour vous inscrire à l'Innovation Challenge. Donc, cette conférence, elle prend place dans le cadre de l'Innovation Challenge de cette année. Donc, c'est une sorte de pépinière concours dont la vocation, c'est de faire émerger des projets à impact sur des sujets d'environnement, de santé ou de société et d'accompagner des équipes de jeunes, principalement. On cible les jeunes parce que c'est ceux qui ont le moins de capital et de bouteilles pour se lancer dans l'entrepreneuriat et qui feront aussi les usages de l'IA pour le monde de demain. Et donc, vous pouvez tout de suite vous inscrire à l'Innovation Challenge pour ce premier mois de conférences, de réflexion, d'idéation pour essayer de trouver les cas d'usage sur lesquels travailler. Et ensuite, inscrire des projets, une fois que vous avez constitué des équipes ou si vous avez déjà une équipe avec un projet qui rentre dans cette catégorie-là, pour être pendant 3 mois accompagné et suivre un cycle de sprint thématique et de formation pour aider les projets à émerger. Et justement, c'est quelque chose qu'on a déjà fait l'année dernière, puisque notre objectif, c'est d'aider les projets à aller au bout de leur ambition. On va voir plusieurs sujets ce soir, avec les 3 projets qui ont été primés l'année dernière, les 2 gagnants et le coup de cœur du jury. L'objectif vraiment d'AI for Tomorrow pour ça, c'est d'accompagner des projets jusqu'à ce qu'ils atteignent leur déploiement sur toute la planète pour certains sujets, dans tous les hôpitaux pour OPIA qu'on verra ce soir, dans toutes les écoles ou tous les centres de formation peut-être pour dyslexia et idéalement dans tous les commerçants et tous nos smartphones peut-être pour localité, qui sont donc les 3 projets qu'on va voir ce soir. Donc ce soir, l'objectif, c'est à la fois de voir où en sont les 3 primés de l'année dernière aujourd'hui dans leur développement, puisque des projets qui ont intégré l'Innovation Challenge l'année dernière sont encore en développement, de nombreux d'entre eux, ils ont beaucoup avancé, on va avoir la chance de pouvoir le voir, et puis d'essayer d'avoir leur retour d'expérience, quelles sont les bonnes pratiques, les bons conseils ou les choses à éviter quand on se lance dans un projet d'IA à impact comme ça. On est en train d'explorer ensemble, tous ensemble, une nouvelle gamme un peu de projets où on est sur l'intelligence artificielle, mais peut-être dans un cadre moins classique que le business ou la start-up traditionnelle. Et donc, on verra peut-être un peu leur retour par rapport à ça. Alors, je vais pouvoir les faire rentrer sur scène avec nous. On peut accueillir Saad Lachab pour le projet localité et Loïc Cerisier pour dyslexia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut tout le monde. Merci d'être là avec nous. On va bientôt avoir aussi l'équipe de OPIA qui est encore en rendez-vous parce qu'ils n'arrêtent jamais. Qui va nous rejoindre. Peut-être pour commencer, une question. Peut-être Saad, si tu peux commencer pour localité, nous dire un petit peu où est-ce que vous en êtes depuis votre sortie d'AI for Tomorrow il y a quasiment, depuis votre entrée dans AI for Tomorrow il y a quasiment 1 an de ça. Oui, merci beaucoup Quentin pour cette opportunité que tu nous redonnes à nouveau de témoigner sur ce qu'on a réalisé, de pouvoir encore pousser encore plus l'esprit de AI for Tomorrow, à savoir les jeunes d'aujourd'hui pour les problèmes de demain. Après le challenge, nous avons réalisé bien des choses au niveau technique, au niveau business, et qui nous ont pas vraiment servi, à vrai dire, après le challenge. Parce que la seule chose au fait qui nous a vraiment motivé pour la suite, nous permet d'aller plus loin par la suite, c'est la motivation que vous nous avez donné, l'espoir que vous avez créé en nous et cette volonté avec votre inspiration que vous avez construit en nous pour qu'on puisse aller encore plus loin que juste un concours, un projet, une idée.
C'est vraiment ça qui nous a servi et c'est aussi qui a été suivi par vous à travers votre accompagnement après le challenge. Ça, vraiment, on s'attendait pas à ça. Gagner un challenge, oui, on en gagne pas mal, tout le monde en gagne, c'est normal. Mais continuer à être suivi par ces gens-là qui vont encore te donner du temps et t'offrir tous les moyens, t'écouter, te coacher, c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, après le challenge, il s'est passé quoi? Il s'est passé presque un an. On a gagné le challenge en novembre. Il s'est passé presque un an. Et là, on arrive en pleine phase de pré-lancement de notre application mobile. Et franchement, on est très content quand on regarde tout ce on est arrivé à faire, surtout grâce à ce challenge-là. On est très content. Oui. Et du coup, si tu peux nous rappeler un petit peu ce que fait l'application Localité que vous allez du coup bientôt lancer et les prochaines étapes un peu de votre projet? Oui. Du coup, Localité, nous, on essaye de réduire les 34% d'émissions de CO2 dans la consommation alimentaire et responsable. En fait, on s'est rendu compte durant le challenge qu'il y avait beaucoup de gens, qu'il y avait 80% de gens, de Français, qui souhaitent manger de façon plus responsable. Mais en réalité, il y a peu de gens qui le font réellement. Pourquoi? Parce que il y a un manque de solutions dans notre société. Il y a pas assez d'informations. Les gens ils ont des habitudes qui n'arrivent pas à changer. Les gens ils ont des contraintes de temps, ils ont des contraintes de déplacement. Ils ont plein de choses qui les préoccupent dans la vie pour aller finalement chercher par eux-mêmes à manger de façon plus responsable. Pour eux, manger c'est devenu quelque chose qui satisfassent rapidement, qui s'en foutent de l'impact que ça peut avoir. Donc on s'est dit chez Localité que on aimerait changer ces choses-là en changeant la conscience des gens, pas en les changeant dans leur conscience, mais en éveillant leur conscience, en mettant devant eux des évidences pour que eux-mêmes ils se rendent compte de l'importance de aller consommer des produits locaux et de saison, par exemple, au lieu d'aller acheter des avocats du Chili ou des tomates en hiver, qu'ils aillent instinctivement vers ces choses-là. Donc, on a conçu une application mobile qui a 3 objectifs. D'abord, ça va être éclairer le consommateur avec de l'information sur l'impact environnemental, sur l'impact nutritionnel des produits, sur leur saisonnalité, leur prix dans le quartier, la disponibilité aussi, sur plein de détails comme ça. Ensuite, cette information va permettre à l'utilisateur de faire un choix informé de produits. Tu vas avoir tout ce que tu imaginerais avoir, tout ce qui existe au fait devant toi dans l'application. Mais à chaque choix que tu vas faire, tu es obligé de consulter ces informations-là pour pouvoir le faire. Et de cette manière-là, tu réalises un choix informé qui va te permettre ensuite de réaliser une liste de courses, d'avoir certains produits que tu as choisis, que nous, après, on va localiser pour toi chez les commerçants qui sont aux alentours de toi. Tu vas entrer sur l'application, tu vas choisir des pommes qui ont telle information nutritionnelle, tel impact environnemental. Tu vas choisir des courgettes, moi je sais pas, de la viande, du fromage, les produits alimentaires de base, tu sais. Et après, nous on va les localiser autour de chez toi en distinguant pour toi les commerçants qui vont être les plus proches, qui vont avoir soi-disant optimisé et surtout l'impact environnemental parce que ça reste finalement au fait notre enjeu majeur derrière tout ça. Nous, pourquoi on fait ça? Comme je vous ai dit au début, c'est pour réduire les émissions de CO2 dont est responsable la consommation alimentaire. Donc, ces produits-là que tu as choisis de cette manière informée-là, nous, on va localiser pour toi ceux qui vont en particulier avoir l'impact le plus faible. On va localiser pour toi les commerçants qui vont les vendre. Et ensuite, on va être dans une digitalisation, soi-disant, de cette expérience d'achat qui va rapprocher plus qu'elle ne va distinguer. C'est-à-dire qu'elle va créer des liens qui vont pas être uniquement virtuels, mais on va te proposer d'aller voir le commerçant, d'aller échanger avec lui avec un petit parcours animé et ludique où tu vas aller chercher tes produits chez ces commerçants-là plutôt que de les recevoir en livraison ou de faire du click and collect. Voilà, c'est ce qu'on réalise avec Localité.
Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on voit un petit peu on devine, hein, peut-être, on le verra encore plus quand vous sortirez l'application là très bientôt. Tout le parcours que vous avez aussi fait depuis l'Innovation Challenge où il y avait déjà des premiers développements, mais c'était aussi un projet en devenir, quoi. Alors que là, c'est vraiment bien plus concret. Je pense qu'on peut aussi dire à l'audience que vous avez déjà échangé avec beaucoup de commerçants et créé tout un écosystème pour être prêt pour la partie test et pour le déploiement de votre appli. Donc, c'est vraiment super encourageant et bon, on a tous hâte de pouvoir avoir l'appli entre les mains et puis se mettre à participer à votre bêta test très très vite. Du coup, peut-être pour enchaîner, Loïc, toi du coup, tu as travaillé avec une équipe aussi, notamment Amélie et Sharon, sur le projet Dyslexia. Alors, je vais le dire avec mes mots, mais tu pourras nous redire ce que vous faites précisément. Vous utilisez différentes technologies d'IA et vous proposez une solution aux enfants atteints de dyslexie pour les aider dans leur apprentissage. Globalement, ils peuvent prendre en photo leur contenu, exercice ou cours, et puis ça reformate le texte en fonction de leur type de dyslexie. C'est ça? C'est bien résumé, tu pourrais presque pitcher pour nous dans l'équipe. Non, voilà, c'est ça. Donc oui, effectivement, nous sommes 3 cofondateurs. Donc il y avait Amélie et Sharon. Amélie qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre d'ailleurs. Et le constat ou le principe de base de Dyslexia, c'est d'accompagner les enfants dyslexiques dans leur scolarité. Donc en fait, c'est une plateforme d'aide aux devoirs qui est ludique et adaptable, qui est adaptée à tous les profils de lecture et qui le permet, comme tu le disais très justement, de convertir un format pédagogique qui est général et générique, qui est conçu pour le plus grand nombre, dans un format d'apprentissage qui est particulier pour chacun des enfants et pour chacune de leurs dyslexies. Parce que bon, la dyslexie, ça touche 4 à 5% des enfants d'une même classe d'âge en France, et le fait est qu'il y a autant de dyslexie que de dyslexiques. Et donc c'est là tout l'intérêt de l'intelligence artificielle, on pourra en reparler. Et donc voilà, après pour ce qui est du parcours qu'on a suivi depuis l'Innovation Challenge, on a fait un petit bout de chemin aussi. On a participé à d'autres concours et on a bien avancé sur la partie UX, sur la partie dev. On a conçu plusieurs versions de notre maquette et là on en est au stade où on a une version vraiment bêta qu'on pense même prochainement à disposition des utilisateurs pour avoir encore plus de feedback et voilà, pour aller de l'avant dans le projet. Et il faut peut-être dire que vous avez gagné, alors tu as mentionné que vous avez gagné un certain nombre de choses après AI for Tomorrow, mais en particulier le concours de pitch à Vivatech, dont je me souviens plus du nom. C'était un challenge étudiant en fait, Startupper Challenge. On a eu l'occasion effectivement de pitcher avec Loïc. On avait 2 séries de pitch, une série devant des business angels et une série donc devant le public pendant le salon Vivatech. Donc assez impressionnant avec des écrans partout. Enfin, ça changeait de la version digitale. On a eu les 2 côtés, quoi, le côté un peu scène et le côté full digital. Donc c'était effectivement c'était super, c'était une super expérience. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour vous maintenant? Loïc a dit, vous avez le sentiment d'avoir un produit maintenant prêt à être testé, donc vous allez le mettre à dispo et le tester. Oui, alors en fait, on a également participé donc à Data for Good pendant 3 mois avec des bénévoles. On a développé des algorithmes donc de reconnaissance visuelle notamment, etc. Et ça nous a permis d'arriver et d'avoir aujourd'hui une version bêta. Donc là, je fais un peu de teasing et je dévoile un peu plus que ce que je devrais. Mais effectivement, on a une version bêta. On va bientôt l'annoncer sur tous nos réseaux et la faire tester donc auprès de la communauté qui nous suit depuis le début. Donc pour nous, c'est franchement une grosse avancée. Ouais. Super, bah, merci beaucoup. Alors, je vais remettre tout le monde. Je crois par contre qu'on a un peu perdu Loïc qui ne doit pas avoir une bonne connexion là. Un retour d'expérience du challenge, on avait la même chose quand on faisait nos réunions. C'est ça, c'est ça. Encore un problème, je me répète, mais que l'IA n'a pas résolu malheureusement. Non, et du coup, bah, merci beaucoup pour ces présentations et ces retours.
j'espère qu'on aura l'occasion aussi d'avoir quelqu'un de l'équipe d'Opia qui va nous rejoindre pour nous dire où ils en sont aussi. Mais du coup, embrayons sur la partie un petit peu déjà sur AI for Tomorrow, peut-être. Saad, tu avais commencé à dire tout à l'heure un petit peu comment AI for Tomorrow vous a aidé, mais moi, ce que j'aimerais vous poser comme question vraiment ouverte, c'est pour vous, c'est quoi AI for Tomorrow que ce soit l'association et ce qu'on a créé tous ensemble avec, il faut le rappeler, hein, la centaine d'experts et de mentors derrière, bénévoles, et l'équipe de bénévoles, aujourd'hui, on est 13 dans l'équipe de l'ASSO. Donc, pour la partie association, qu'est-ce que ça a représenté, qu'est-ce qui était le plus important pour vous, comment ça peut évoluer et peut-être plus généralement, pour vous, l'IA de demain, c'est quoi? Alors là, je ne sais pas qui veut commencer, mais… Saad. Oui, pour moi, AI for Tomorrow, c'était une opportunité pour les jeunes d'avoir de l'impact. Voilà, c'est une collaboration, à ce que j'ai compris, nécessitait peu pour que des jeunes, des seniors aussi et des entreprises soient réunis dans l'objectif ambitieux de pouvoir changer le monde ou du moins avoir de l'impact. On le voit dans les thématiques de travail de AI for Tomorrow, c'est la société, l'environnement et la santé. Donc, c'est des sujets sérieux qui méritent vraiment de l'importance et qui peuvent nous assurer un monde meilleur pour demain. Et for Tomorrow, ça offrait tous les moyens de manière simple. On a tous été en distanciel pendant cette période-là, surtout avec le Covid. On a été tous très loin l'un des autres, mais n'empêche, grâce à ce lien fort qui nous a réunis, qui est de vouloir avoir de l'impact, on s'est senti… on a été capable de beaucoup de choses, notamment on le voit avec des projets comme Dyslexia, avec Localité ou Opia. C'est des projets qui ont du sens et qui ont pu développer beaucoup de choses de cette manière simple. Voilà. Merci. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, Amélie, enfin que vous partagez, Amélie, Loïc, votre expérience de Dyslexia, un peu d'AI for Tomorrow? Complètement. Je pense que Loïc et moi, on est d'accord là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé. Pendant le confinement, on se sentait tous un peu inutiles. On se disait super, on a des diplômes, mais en fait, à quoi est-ce qu'on sert? Enfin, on ne savait pas trop où se positionner, quel impact on avait. Et AI for Tomorrow est un peu venu comme une réponse, effectivement, puisque c'était l'été suivant le premier confinement que ça a été lancé. Et pour nous, c'était l'opportunité de pouvoir agir effectivement sur des sujets peut-être très précis comme Localité, Opia ou Dyslexia. Mais voilà, au moins agir et au moins commencer à faire quelque chose et à aller dans le bon sens. Et ça rejoint peut-être la deuxième question que tu posais, Quentin, sur la façon dont on voyait l'IA. Je pense qu'on partage tous les trois cette vision que l'IA doit avoir du sens, en fait, que l'intelligence artificielle, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour améliorer les choses et que voilà, on peut faire franchement de très belles choses avec. Et c'était ce qui nous a animés depuis le début. Voilà. Et tu veux ajouter quelque chose, Loïc? C'est bon, je suis back in the game. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la connexion, c'est un peu une running joke parce qu'à chaque concours, on a des soucis et au pitch final, ça se passe super bien. Donc, bon, voilà. Mais non, je suis totalement en phase avec ça. Nous, c'est vraiment… on a mis l'IA au cœur de notre proposition de valeur, mais on propose pas cette solution. Enfin, je veux dire, le projet se vend pas comme un projet juste à IA, c'est vraiment la tech for good. Et la tech for good, c'est mettre l'IA au service du bien de quelque façon que ce soit, en fait. Et nous, c'est cette thématique-là qu'on a choisie, en l'occurrence au service de la dyslexie. Mais c'est ce qui nous a plu de suite avec AI for Tomorrow. C'est vraiment, on est dans cette dynamique de créer quelque chose. Je pense que toutes les personnes qui participaient à ce concours, ou en tout cas qu'on a eu le plaisir de rencontrer, étaient aussi dans ces vibes-là. Et oui, c'est ça qui était super sympa aussi dans ce projet. Et du coup, là, la question s'adresse un peu à vous tous.
Bon, enfin, déjà, merci pour ces retours parce que c'était dans cet esprit-là vraiment qu'on s'est lancé pendant la crise sanitaire l'année dernière et c'est super agréable de voir qu'il y a plein de gens qui l'ont porté et qui l'ont concrétisé avec des vrais projets. Euh, et du coup, peut-être par rapport à tout ça, sur vous, vos premiers pas du coup dans les projets, parce que alors c'est pas le cas d'Opia dont on parlera quand ils nous rejoindront, mais vous, les deux équipes, vous vous êtes constituées dans AI for Tomorrow et vous avez commencé votre projet dans le cadre d'AI for Tomorrow, donc vous avez vraiment fait vos premiers pas dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous en retenez et c'est quoi pour vous les succès dont vous êtes fiers et les trucs qui, selon vous, ont marché dans la création d'un projet IA engagé comme ça et du coup, par position aussi, les petits écueils que vous avez rencontrés et qui sont à éviter selon vous si on veut réussir un projet comme ça. Qui se lance? Moi, je voulais peut-être raconter une petite anecdote pour commencer. Il faut savoir que nous, chez Dyslexia, on était 3 et qu'on a rencontré Sharon presque 1 an après qu'on ait lancé le projet. Ça peut paraître un peu étrange, mais enfin, voilà, on a travaillé en remote pendant des mois et des mois et des mois. Et on s'est rencontrés le jour du pitch de Loïc à Vivatech, parce qu'on était dans 3 endroits en France, 3 endroits différents. Donc les allers-retours, c'était un peu compliqué. Mais voilà, c'est déjà quelque chose qui a été rendu possible par ce challenge. Et contre toute attente, on aurait pu s'imaginer que ça ne marche pas. Et ben, ça a super bien marché. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur d'avoir une équipe diversifiée qui vient du monde entier même, je dirais. Il faut juste s'accorder sur les horaires. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui a vraiment été une force. On a des profils différents, on ne venait pas des mêmes endroits et c'est nous ce qui nous a beaucoup, beaucoup servi, quoi. J'appuie pour ceux qui nous écoutent, vraiment, quel que soit votre profil, vous pouvez participer à un projet d'IA. Un projet d'IA, derrière, il y a du logiciel. Et derrière, pour le concrétiser, à un moment, il faudra qu'il y ait des personnes qui soient salariées pour s'occuper de ce logiciel, pour aller le déployer. Il y a beaucoup d'humains derrière aussi. Donc, il y a à peu près toutes les compétences qui sont issues de toutes nos formations. Donc voilà. Et ça fait partie des critères, d'ailleurs, de sélection des projets dans le concours que d'avoir une équipe avec un maximum de profils différents, que ce soit d'ailleurs d'un point de vue vraiment tous horizons d'expérience de vie de chacun, que de profils de formation. Donc vraiment, ça c'est sûr que c'est hyper important et d'ailleurs ça marche pour tous les projets en général. Hein. Les ingénieurs qui font bande à part et qui font leur sujet techno ou des commerciaux qui font leur super proposition de valeur dans leur coin, ça donne toujours des meilleurs résultats quand on mélange les deux, notamment. Mais il y a plein d'autres profils d'ailleurs, hein, pas que ces clichés-là, qui ont participé à AI for Tomorrow. Saad, Loïc, est-ce que vous avez, vous, des retours, des bonnes pratiques, des vécus sur la création de projets comme ça? Bah, je rebondis sur ce que vient de dire Amélie, je suis totalement en phase avec ça. Sur la best practice, c'est vraiment le côté agile, en fait, le travail en mode projet, quel que soit l'emplacement géographique. Il n'y a pas besoin, quand on a une idée, d'avoir un bureau fixe, un emplacement ou quoi. On peut vraiment faire des belles choses à distance et surtout, c'est top dans un contexte où le présentiel n'était pas forcément possible. Donc oui, ça c'est une super expérience. Et puis on a pu avoir des échanges avec des coachs qui étaient aux quatre coins de la France, qui étaient au Canada, Sharon en ce moment même au Canada d'ailleurs. Donc ouais, cette possibilité de communiquer, de créer vraiment à distance, ça c'est top. Et après, bah, niveau écueil, là comme ça, j'ai pas trop d'exemples à te donner. C'est vrai que nous, on est parti du principe que, on faisait vraiment des allers-retours entre la création et le terrain, c'est-à-dire les échanges avec nos utilisateurs finaux. Donc oui, parfois on a développé des choses qui correspondaient pas forcément à 100% à ce qu'il fallait ou à ce qui était attendu, et donc on a corrigé, mais je pense que c'est tout le process de création et qui fait qu'on se construit petit à petit et pas d'un seul coup. Sinon c'est trop facile et c'est pas drôle. Donc en l'occurrence, je pense qu'une autre bonne pratique qu'on a tirée de ça, c'est vraiment
la démarche terrain, récolter du feedback utilisateur, ne pas attendre le dernier moment pour tester la solution, vraiment faire des allers-retours, des échanges. En plus, ça permet de faire des super rencontres. Et voilà, je pense que c'est le deuxième point que je voulais rajouter par rapport à ça. Oui, il faut le dire, là tu dis, tu emploies le jargon, les bonnes pratiques, les retours utilisateurs et tout. Concrètement, vous avez été voir toute la communauté des personnes qui agissent pour aider l'apprentissage pour les personnes atteintes de dyslexie. Et il y a toute une communauté qui s'est d'ailleurs mise derrière vous et qui est toujours impatiente de suivre les avancées de votre projet. Et ça, on avait vu ça, pendant notamment les différents événements à la finale. Je crois qu'il y avait quand même pas mal de commentaires de vos fans que vous êtes fait au fur et à mesure. Et il me semble aussi que vous avez une boîte mail qui est assez prise d'assaut pour ça. Et donc, c'est important mais c'est important de savoir du coup que c'était assez clé. Et c'était pas évident d'ailleurs de le faire compte tenu du timing puisque le concours est tombé pendant l'été. Alors, ça rendait plus dispo certaines personnes, moins dispo d'autres, notamment ceux qui avaient bien raison de prendre des vacances. Mais effectivement, ne pas se mettre à développer quelque chose sans avoir des retours utilisateurs, c'est essentiel. Et vous avez très bien fait ça. Saad, pour localité, du coup, vous aussi, vous avez été confronté à devoir aller voir pas mal de monde. Beaucoup de développement, un projet qui s'est créé aussi dans le cadre des Fortmo, une action aussi. C'est quoi pour toi vos succès et puis les difficultés que vous avez rencontrées? C'est tout à fait, je rejoins ce que a dit Dyslexia. Le distanciel, c'est quelque chose qui nous a montré à quel point on pouvait être fort aussi. On est tous chacun chez soi et puis juste avec une caméra, un microphone, on est arrivé à tellement de choses. Alors que voilà, si on se voyait, on allait, je sais pas ce qu'on allait arriver à faire. La diversité aussi des profils, c'est quelque chose qui a été d'une grande valeur ajoutée pour nous. Je me rappelle qu'il y avait un profil assez spécial avec nous qui était Astrid, une chercheuse pluridisciplinaire qui nous a beaucoup ouvert l'esprit avec des lectures sur l'éthique du business, sur la sociologie de la consommation alimentaire. Donc, il y avait cette dimension un peu philosophique du problème qui est venue compléter ce qu'on réalisait, moi, dans la technique ou nous, moi et Max dans la technique ou les autres dans le business. C'était vraiment d'une grande ouverture d'esprit. Le coaching aussi, il a été essentiel. Je me rappelle qu'on a pu accéder à une plateforme d'intelligence artificielle avec DataRobot qui nous a surpris parce que tout ce qu'on allait pu réaliser, on n'allait pas arriver à cette plateforme qui est à base d'IA pour faire de l'IA. C'était vraiment génial de pouvoir accéder à ça, de pouvoir jouer avec, de pouvoir l'utiliser, la manipuler durant tout le challenge. C'était d'une grande valeur ajoutée pour nous. Et voilà. En termes de terrain, moi dans mon coin et d'autres aussi, on pouvait pas. Il n'y avait pas de commerçants il n'y avait pas l'écosystème pour qu'on puisse aller tester notre produit. Et du coup, cette diversité des localisations, elle a fait en sorte que un de nous, il y ait ça, notamment à un arrondissement particulier de Lyon. Et ce qui était encore mieux, c'est que c'était un commercial. Donc, c'était à lui de aller, peu importe où on est, qui on est, dans une zone en particulier, de n'importe qui d'entre nous, il est possible de aller tester ton produit. Voilà, ça dépasse cette force-là du distanciel, qu'on soit localisé différemment, qu'on soit varié, qu'on soit de profils variés, ça permet d'accéder à cette à plein d'autres opportunités qu'on ne pourrait pas avoir si on est tous au même endroit, si on est tous de la même chose. Donc, c'était vraiment puissant, oui.
Super, ouais, donc oui, c'est vrai que vous étiez dans un contexte quand même compliqué parce que vous êtes attaqué au sujet de la consommation alimentaire dans une période où les commerçants pouvaient fermer assez souvent, ont dû le faire. Et effectivement, pour le coup, un gros boulot qu'on a suivi, d'aller voir les commerçants et leur dire qu'est-ce que vous pensez de un outil qui encouragerait les personnes à retourner vers la consommation locale. Ça implique qu'on vous référence, qu'on connaisse un peu vos produits, etc. Mais derrière, peut-être que vous aurez plus de clients, une relation meilleure. Voilà ce qu'on essaie de construire. Un gros boulot humain et dont on va bientôt pouvoir voir le résultat. Alors, je crois qu'il y a Julien de Opia qui nous a rejoint. Salut Julien, bienvenue parmi nous. Salut Quentin. Merci de nous avoir rejoints. Du coup, je vais poser la même question qu'aux autres participants au départ. Opia, donc, si je résume avec mes mots pour l'instant, et après tu nous diras ce que vous faites plus précisément et où vous en êtes. Vous êtes basé sur l'idée de développer des algorithmes de prédiction de flux et des algorithmes d'optimisation de planning pour aider le personnel soignant en leur faisant gagner du temps. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup vous étiez constitué avant AI for Tomorrow, donc vous étiez un projet qui préexistait déjà, qui avait déjà été en passe de gagner un appel à projet du ministère des Armées quand même. Il faut le souligner, donc pas à votre premier succès. Donc là, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que vous faites, où vous en êtes et vos prochains développements? Ouais, bien sûr. Du coup, merci pour ta présentation qui était déjà très complète. Et donc, bonjour à tous également. Pour compléter peut-être là-dessus, donc tu as bien évoqué les deux points principaux qui sont donc d'un côté le pan principal, je dirais quand même, qui est la création de planning. On propose une application de gestion des ressources humaines automatisée pour les hôpitaux et les cliniques, dans les services hospitaliers. Et donc, ça passe notamment dans un premier temps, parce qu'il faut bien commencer quelque part, par une application qui crée automatiquement des plannings. Donc, c'est déjà de l'IA. Alors là, on n'est pas sur du deep learning ou du machine learning. On ne peut pas en mettre plein les yeux là-dessus, mais en tout cas, c'est la programmation sous contrainte. Donc, c'est l'optimisation et c'est déjà très intéressant et surtout utile, en fait, pour les services. Et donc, c'est notre premier produit. Donc, je pourrais revenir après sur là où on en est là-dessus. Le deuxième pan que tu évoquais en effet, c'est toute la partie prédiction. Donc, prédiction des flux de patients, ça peut être un indicateur opérationnel très intéressant parce que si on connaît les flux de patients, le nombre de patients qui va arriver par exemple dans la semaine prochaine, on a donc la charge qui va peser sur le service, notamment du coup qui va peser sur les ressources humaines, mais ça peut être évidemment plus large sur les lits, etc. Mais en tout cas, c'est un indicateur très intéressant. Et du coup, on a pas mal travaillé là-dessus. Alors, pour commencer sur la charge, tu le disais, donc, alors le projet Opia, pour déjà décrire un peu sa genèse, il est né en février 2020, pour resituer un peu, donc environ 6 mois avant notre rentrée dans l'Innovation Challenge. Et après, voilà, on était quand même à temps partiel. On se rend compte maintenant qu'on est passé un peu plus à temps plein là-dessus, qu'on n'avançait pas très vite à l'époque, mais en tout cas, on a pu déjà pendant ces premiers mois se prendre le Covid déjà. Avec alors ce que ça apporte de bien en termes de besoins, parce que forcément on a plus de besoins, mais surtout de complexité en termes d'échanges, parce que forcément tous les soignants sont sous l'eau, et donc c'est pas forcément le meilleur moment pour développer une solution, voilà, contrairement à ce qu'on peut se dire. Et donc, par contre, on a une opportunité en effet avec le Covid, c'est l'appel à projet du ministère des Armées, donc solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19. C'est un gros appel à projet de 10 millions d'euros qui avait été fait dans la foulée du Covid en mars. On avait postulé, voilà, on l'avait fait avec la jeune entreprise de Centrale Supélec, avec laquelle on est assez proche. Et alors, sans beaucoup d'attente, parce que c'est un très gros appel à projet, tout le monde pouvait postuler. Il y a donc, je pense, 2500 projets qui ont été présentés, un peu plus même. Et ça a pris du temps, c'était assez marrant, mais ils n'étaient pas pressés, disons, par le Covid. Et on avait reçu une réponse en juin. Et en juin, on a eu en effet la joie d'être accepté. Donc c'était super, c'était un bon coup de boost. Bon, pas de spoil, mais on a eu beaucoup moins que 10 millions d'euros quand même, mais c'était déjà super pour un début de projet.
Et notamment, ils nous ont soutenus sur la prédiction de flux de patients, c'est vraiment ce qui les intéressait, et notamment sa faisabilité en période de Covid. Donc, on a étudié ça pas mal. Et on est arrivé, en fait, donc pour situer dans l'Innovation Challenge avec ça en cours, on va dire. Donc, déjà pas mal de réflexions, des petites données, mais bon, c'était pas encore ça niveau données. On pourrait y revenir. Et après, aussi, des premières choses qu'on avait codées sur la partie création de planning. Et donc, depuis, on a construit là-dessus. Sur l'IA, on est vraiment passé en mode recherche et développement, donc un peu plus sur du long terme. Bon, l'idée, c'est pas forcément de mettre en production ça tout de suite. Je parle sur l'IA, du coup, pour préciser sur la prédiction de flux de patients, donc type deep learning, on va dire. Et sur l'IA, un peu plus, bien sûr, on crée la création de planning. Là, par contre, on essaie d'avoir le maximum de retours et d'être assez actif sur notre proximité avec les établissements là-dessus. Donc, on est vraiment plus dans l'opérationnel. Et là, nos enjeux, donc, c'est la commercialisation. Aujourd'hui, on a passé l'application en production très récemment. On a fait des tests qui ont été très concluants. Et donc, maintenant, il faut commercialiser avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir, notamment voilà, de paiement de la part des hôpitaux, de délais, etc. Mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est super aussi d'avoir des retours sur l'application, de voir qu'elle est déployée comme ça. C'est aussi génial pour nous. Et également, maintenant, des problématiques de gestion d'équipe, vu qu'on a agrandi notre équipe pour soutenir la charge à venir. Ouais, j'espère que j'ai été un peu assez concis et pas trop long. Non, c'est super, super. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Et encore une fois, hein, comme je l'ai dit, pour la localité Dyslexia, c'est assez fou le chemin que vous avez parcouru partant en plein milieu de cette crise Covid à distance et puis bénévole. Et puis pour aujourd'hui arriver à monter une vraie proposition de valeur, un outil, élargir votre équipe. Comme tu le disais. Alors, du coup, je vais embrayer peut-être là sur des questions du chat et puis enfin des commentaires sur LinkedIn et puis général que peuvent se poser peut-être les participants potentiels à l'Innovation Challenge pour cette année. Alors, il y a une première question qui rebondit un petit peu sur les présentations que vous avez faites, pardon, question de Pedro qui nous demande quand est-ce que vos différents produits sortiront. Je pense que ça s'adressait principalement à localité, mais on peut faire peut-être le tour globalement parce que Dyslexia, vous avez déjà testé un peu votre produit avec la communauté et Opia, vous êtes aussi en test avec différents projets. Alors peut-être Bessad pour commencer. C'est quand la sortie de l'appli? Apparemment, il y a des gens qui veulent l'utiliser déjà. Ah, génial. L'appli est prévue pour le mois prochain. Elle est actuellement en bêta test. Nous sommes en plein pré-lancement de l'application. Voilà, mais c'est prévu pour le mois prochain, oui. Si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Comme ça, on vous tient en courant. On est en train de balancer plein de news sur ça, afin de vous préparer aussi pour cette belle surprise. Là, bah, pour le coup, je conseille l'Instagram de localité. J'apprends plein de trucs en le suivant. Très bien. Amélie, de votre côté, vous avez déjà testé du coup la plateforme. C'est une plateforme web? Nous, oui, on a une première version, donc on va lancer, ce sera plutôt un bêta test auprès de notre communauté, avec pour ambition de pouvoir l'ouvrir en gros d'ici 2022 à tout le monde, parce qu'on a une problématique, c'est que les devoirs, on les fait tous à la même heure, à la sortie de l'école. Donc voilà, on a des gros pics de demandes à gérer, d'où cette progression, on va dire, un peu plus douce dans le développement de notre appli. Voilà. Et du coup, pour conclure le tour de table sur cette question, Julien, de votre côté, vous avez déjà un produit en démo fonctionnel ou vous en êtes où? De demandes à gérer. Ouais, du coup, de notre côté, on vient de passer en production, mais du coup, c'est un MVP assez avancé parce que voilà, c'est quand même l'hôpital avec quand même un système critique, du coup, on ne pouvait pas mettre quelque chose qui n'était pas assez abouti entre leurs mains. Pour autant, c'est une mise en production qu'on n'a quand même pas élargie énormément pour l'instant, justement parce qu'on est conscient qu'il va y avoir quand même pas mal de bugs. Et notamment, on a signé que des tout petits contrats pour l'instant, et sinon, on le fait pro bono. Et après, la mise en production plus importante avec plusieurs milliers d'utilisateurs, ça sera, enfin plusieurs centaines déjà, ensuite, espérons plusieurs milliers, ce sera plutôt voilà, vers la fin d'année, on va dire.
et d'ici là, avec tous les enjeux de migration de serveurs qui vont avec, etc. Bon, on voit qu'on est vraiment dans le concret. La bêta test avec tous les commerçants et qui va bientôt être ouvert au grand public, mais dans certains arrondissements de Paris pour commencer. Ensuite, les devoirs le soir qui vont générer les pics de trafic qui sont à gérer, et puis le déploiement c'est vrai, sur des sujets très critiques. On ne peut pas se permettre d'avoir des plannings de personnel soignant qui vont pas, effectivement, ou de faire des tests qui ont des erreurs, j'imagine, dans ce contexte-là. Donc, mais des choses très concrètes pour des projets qui ont 1 an et quelques, quoi, avec des premiers contrats. Ça fait plaisir à entendre. Alors, j'enchaîne avec les questions qui sont dans les commentaires. Une question de Marie qui demande quel a été l'élément le plus surprenant dans vos projets respectifs et comment est-ce que vous l'avez géré? Là, creuser et ce qui vous vient spontanément, c'est sûr que vous avez des anecdotes à raconter. Je pense que c'est un petit appel à anecdotes. Oui, une chose incroyable qui m'est arrivée. On est à 1 mois de la finale et je suis à la cité universitaire ici à Paris en train de travailler sur mon PC quand je prends mon café et il glisse de ma main et tout se déverse sur mon PC et je perds tout. La carte mère, elle fonctionne plus, l'écran, le clavier et tout. Et la sauvegarde n'était pas encore réalisée sur le cloud. Du coup, j'ai tout perdu. Et ça, c'était trop drôle. Mais c'était aussi amusant à récupérer parce que voilà, c'est quand tu réalises tout, quand il y a encore tout le monde qui a tout réalisé, on est tous capables de reprendre tout ça en main ensemble. Et c'était du coup challengeant de pouvoir tout récupérer en main. Du coup, le conseil que je donne aux futurs gens du challenge, c'est de bien s'assurer que tout soit synchronisé avec le cloud tout le temps parce que c'est tellement imprévisible. On se dit que ça va pas arriver et quand ça arrive, c'est pas évident. Mais ça reste amusant quand même. Voilà. Amélie, côté dyslexia, une petite anecdote d'éléments surprenants? J'ai déjà raconté l'anecdote de Sharon, ça tombe mal, mais sinon, ce qui nous a beaucoup surpris, nous, c'est l'engouement des gens pour les projets à impact. On cherchait, dès le début, comme on disait, on a eu une démarche, on essayait de tester un peu nos idées, notre concept, puis le produit au fur et à mesure qu'on avançait. Et on a eu énormément de réponses et il y avait un énorme engouement. En fait, tout le monde avait envie de participer, d'apporter un peu sa pierre. Et on voit ça même sur AI for Tomorrow. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de soutenir. Il y a toute une communauté qui s'est créée quand même autour du concours, que ce soit pour les projets, pour toutes les personnes qui aident, etc. Et c'est assez, j'étais assez surprise dans le sens où, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont déjà plein de choses à faire dans leur journée, qui ont des enfants, qui ont déjà pas le temps, qui prennent encore plus pas le temps pour pouvoir se rajouter autre chose et aider, des sujets, de société, d'éducation, de santé, d'environnement. Et je trouve ça assez incroyable et voilà. Et comment est-ce qu'on l'a géré? On a essayé de répondre au maximum à toutes ces personnes qui nous aidaient ou nous proposaient en tout cas de l'aide. On a du mal parce que, comme disait Quentin, on est encore que 3, donc c'est un gros boulot. Mais vraiment, on est ravis d'avoir pu échanger avec autant de personnes et toutes ces personnes qui ont participé et qui font aujourd'hui que le projet est arrivé là. C'est un beau message. Merci pour ça. Et j'en profite pour dire, la pub pour l'Innovation Challenge ne fait jamais de mal, mais qu'on a travaillé entre les 2 éditions du concours pour que cette année, les projets qui sont accompagnés, on puisse aussi participer, essayer de leur donner des coups de main, même sans être dans le concours. Quand on a juste un petit peu de temps à donner, peut-être en faisant remonter des contacts, en fonction des projets, en fait. Peut-être que pour le qualité, vous aviez besoin à un moment de gens qui essaiment les commerces et qui aillent poser des questions aux commerçants. Ça, on va faire une page web où à un certain moment du concours, on proposera aux observateurs, aux gens qui nous entourent, à la communauté, de venir donner ce petit coup de pouce, faire remonter le nom d'un expert, un retour utilisateur, etc. Et c'est possible qu'on se serve de ça aussi pour encourager vos développements et vos bêta-tests. Évidemment, vraiment, je le dis, SAD, par exemple, on va se faire une opération à un moment, c'est sûr, où on va faire des courses ensemble avec l'application de qualité
Ça, c'est obligatoire. Du coup, je continue ce tour de table. Julien, Opia, un épisode surprenant dans votre développement et comment vous l'avez géré? Ouais, mais c'est vrai que j'avais aussi à l'idée un peu quelque chose de similaire à Amélie, le fait d'avoir des clients qui sont à fond, etc. En ce moment, on reçoit 7 mails par jour de nos clients où on va boire des bières avec d'autres. Mais pour changer un peu, mais revenir à un truc que j'évoquais du coup, ce qui nous a vraiment surpris, je pense, c'est le ministère des Armées. On s'y attendait vraiment pas. C'est vraiment le plus surprenant, je pense que c'était ça. Et parce que concrètement, on était à un stade tellement peu avancé, au contraire du projet. Et on se retrouvait à côté de Thales, de laboratoire de l'ENS, etc., en tant que lauréat de ça. Et du coup, après, comment on l'a géré, c'était plutôt positif, mais du coup, on a eu beaucoup de pression. Forcément, déjà de devoir faire des rendus en allant à la rue, je crois, Ballard, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais au ministère des Armées, quoi. Présenter ça devant ceux qui gèrent ça. Déjà d'avoir un capitaine qui nous suit chaque semaine. Qui fait des drones et tout dans le système d'innovation des armées et surtout d'avoir donc des ressources pour engager 5 personnes sur l'été, de devoir nous manager des personnes qui avaient 2 ans de plus que nous, qui dans la même école mais en dernière année alors qu'on était en première année concrètement et donc toutes les problématiques de management et même de gestion de projet qui vont avec. On était vraiment très short sur la deadline. On avait planifié 1 mois et demi. Au final, on l'a pas tenu, mais ça ne jouait pas à grand chose. Mais finalement, on a quand même tenu en 2 mois. Et ce qui était quand même déjà vraiment bien, compte tenu de tout ce qu'on avait à faire dans ce temps-là. On n'a pas eu beaucoup de vacances d'été, du coup. Et voilà. Vous les avez super bien investis, franchement. Non, c'est une belle histoire. Dans tous les cas, merci beaucoup. Et ça me donne plein d'idées pour la version de l'Innovation Challenge à l'avenir, notamment sur l'inspiration et peut-être faire venir des capitaines, supprimer les vacances. Bref, non, je plaisante évidemment. Non, ça montre bien après tout. Il faut, je pense, un peu démystifier ce sujet de quoi on est capable. Nos différents profils, tu disais, vous étiez en compétition avec des grands Thales, etc. Mais au final, c'est nous qui allons ensuite travailler et faire les projets chez Thales. Donc bon, avec le peu de compétences qu'on a, on peut très vite monter des projets et on n'est pas si loin de ce milieu professionnel au final. Et c'est pas mal que vous véhiculiez, en tout cas même plus que véhiculer ce message, vous incarnez le fait qu'on peut être en études et puis monter un projet et aller au bout du truc. Donc merci pour ce message. Et du coup, peut-être une double question pour conclure un peu cette table ronde. Je vais reprendre la question qui est posée dans le chat, qui est bonne. C'est celle: quels conseils vous avez pour les participants de cette édition 2021? Et puis, y associer comment vous avez géré justement le fait d'être toujours en études ou d'avoir un travail à côté du montage de ce projet. Je pense que c'est important aussi parce que voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, tout ce travail est bénévole jusqu'à un certain temps, parce que encore une fois, on ne veut pas du tout développer de projets qui s'arrêtent à du bénévole. Ça marche pour certains sujets, mais pour d'autres, ça c'est pas suffisant. Il faut bien qu'il y ait des gens qui aient déployé localité, toquer à la porte des commerçants et puis aller voir les gens pour les inciter à l'adopter. Bien qu'il y ait des gens qui aillent voir les écoles, les ministères, les centres de formation pour intégrer Dyslexia. Et pareil, aller voir les hôpitaux, maintenir la solution aussi. Donc tout ça, à un moment, il faut qu'il y ait des gens dont ce soit le travail. Donc il y a un vrai développement de modèle économique derrière et une vraie volonté d'aller au bout. Mais voilà, au début, c'est bénévole. Donc la question de clôture, c'est comment vous avez géré cette double vie, étudiant ou travailleur et projet, et quels conseils pour les participants de l'année prochaine? Je vous propose qu'on fait le tour que tout à l'heure. Sad, si tu veux commencer. Ouais. Moi, perso, j'étais en chômage partiel. Donc, c'était vraiment l'opportunité adéquate pour moi si je voulais faire autre chose que rester à rien faire en chômage partiel. Donc, voilà. Et sinon, le conseil que je donnerais aux gens, c'est généralement dans ce type de challenge d'intelligence artificielle, on pense à un seul algorithme, à une seule IA qu'on va développer.
mais je pense qu'il faudrait aller plus loin et penser à un système de décision où il y a plusieurs IA et d'autres algorithmes de mathématiques. Comme disait Julien, ils ont utilisé de l'optimisation contrainte, l'optimisation linéaire contrainte. Donc, ce genre d'algorithme aussi, il est tout aussi important qu'un seul algorithme d'IA. Donc, pensez plus à un système de décision où il y a plusieurs algorithmes qui vont collaborer ensemble pour arriver à une finalité ou plusieurs finalités, qu'un seul dataset, une seule IA qui va s'entraîner sur ça. Et c'est tout. Essayez d'avoir le meilleur score possible. Non, pensez plus grand que ça. Voilà, sinon, profitez bien du mentoring et du coaching. Ceux de la tech, qui sont généralement des chercheurs assez élevés. Donc, si vous avez envie de vous amuser à écrire des équations, à prendre du temps, faire des choses, des maths comme ça, amusez-vous bien avec ça, c'est super cool. Et puis, n'oubliez pas que voilà, vous êtes réunis par quelque chose d'important, vous êtes quelque chose de puissant et de très motivant, et c'est la volonté à vouloir avoir de l'impact positif. Donc, demandez tout ce que vous voulez à vos coachs, aux mentors, à vos collègues. Il n'y a aucune limite plus qu'à ça, parce qu'il y a toujours plus fort derrière ça. Et puis voilà. Merci beaucoup. Et je dis quand même si vous n'aimez pas les maths, vous pouvez venir sans faire de maths aussi. Mais merci d'insister effectivement sur un très bon retour d'expérience. C'est vrai que l'IA, comme tu disais Amélie tout à l'heure d'ailleurs, c'est pas une fin en soi. Parfois on part sur une idée basée sur des algorithmes plutôt récents, ou pas les algorithmes pas forcément récents, mais leur capacité à être déployés sont récents, des algos d'IA, et en fait on se rend compte que c'est quelque chose qui va amener de la performance plus tard, et que c'est pas forcément le cœur de la solution. Parfois, il faut d'abord faire du développement logiciel, et parfois ça suffit. Donc c'est un très bon retour d'expérience, effectivement. De ton côté, Amélie, quelle était ta double vie, si tu en avais une à l'époque? Comment tu as géré? Et puis, quels conseils pour les participants de l'édition qui arrive? Alors, je vais commencer par le conseil, parce que j'aime bien faire différent. Non, mon conseil, ce serait foncer. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste en IA pour pouvoir vous lancer dedans. Ce qui est important, c'est que le projet il ait du sens pour vous. Après, vous saurez vous entourer. Il y a des gens de tout profil dans le challenge. Et c'est aussi ça qui fait que c'est aussi génial, c'est que vous allez rencontrer des gens qui ont des spécialités tellement différentes et des façons de réfléchir tellement différentes de la vôtre, que c'est ce qui va faire la richesse de votre projet, et que ce sera votre projet qui ne pourra pas être copié, même si quelqu'un avait la même idée exactement. Donc vraiment, foncez et n'hésitez pas, lancez-vous, osez rencontrer des personnes, osez leur demander ce qu'ils pensent de votre projet, etc. Osez en parler tout simplement, parce qu'une idée, ça a du sens que si elle est partagée, si on la fait évoluer, et pas si on la garde pour soi. Donc ça, ce serait mon conseil. En ce qui concerne la double vie, effectivement, ça a été compliqué à certains moments parce que voilà, il y avait les rushs des pitchs, on avait les dossiers à rendre, en même temps on avait moi j'étais en dernière année d'études, donc j'avais des examens, etc. Donc fallait un peu jongler avec tout ça, mais honnêtement, nous, ce qui nous a bien servi, c'était, je pense, l'organisation. On a essayé de se faire des points très réguliers au sein de l'équipe en interne, des points très réguliers avec nos coachs qui ont été d'une aide inestimable. Enfin, je l'ai peut-être pas dit assez, mais vraiment, c'était, ils nous ont tellement aidés, ils nous ont tellement donné de force à des moments où on désespérait un peu, ou alors à des moments où on avait des mauvais résultats, comme on dit, sur nos algos, ou pas du tout, où on ne savait pas du tout mettre les pieds. Voilà, c'était vraiment d'une grande aide. Donc, mon conseil d'organisation pour jongler, c'est soyez organisés dans vos réunions, et vraiment, effectivement, utilisez à bon escient tous les conseils, les avis et toute la force que vos mentors peuvent vous donner. Voilà. Mais c'est possible, du coup, on peut faire les deux. Donc, merci d'avoir montré ça, et effectivement, merci encore une fois à la centaine de mentors qui ont accompagné tous les projets là-dessus. Pour rappel, il y avait au moins un mentor sur la partie business et un mentor sur la partie technique d'attribuer à chaque projet, et on est toujours dans cette même logique pour l'Innovation Challenge à venir, pour vraiment accompagner les projets. Merci beaucoup à eux, aussi bénévoles, hein,
Donc, ça fait la beauté de la chose. Et du coup, pour conclure un petit peu le tour, Julien, est-ce que toi aussi, tu avais cette double vie études, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, ouais, tu avais la double vie études-projet. Comment tu as géré ça? Dis-nous que c'est possible, et puis comment tu l'as géré, et ensuite, quels conseils tu donnerais aux futurs participants? Ouais, alors j'avais cette double vie en effet également. Et oui, c'est possible vu qu'on est toujours là, donc a priori c'est plutôt bon signe. Mais du coup, comme conseil, alors bon, j'appuie fortement le conseil d'Amélie sur l'organisation. N'hésitez pas même à aller voir, c'est pas votre truc, des ressources là-dessus, même si ça peut paraître bullshit des fois, c'est très utile. De s'organiser en sprint, etc. Enfin, je vais pas faire un cours. Mais et l'autre conseil, ça serait si vous êtes étudiant, de voir si justement vos études peuvent pas être un peu aménagées. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et notamment, il y avait un parcours entrepreneuriat. Et donc, vu que voilà, Innocent Challenge, l'entrepreneuriat, c'est quand même une facette, quoi. Alors, il y avait un parcours entrepreneuriat dont je me suis servi. Il y avait aussi une association qui faisait de l'IA. Bon, voilà, c'est ce qui m'a aussi un peu servi. Allez voir voilà, les ressources, entreprendre, c'est aussi être entreprenant dans la manière dont vous allez justement libérer du temps. Alors, il faut toujours présenter ça comment dire, il faut pas se sécher les cours, c'est-à-dire qu'en gros, il faut toujours aller convaincre en mentionnant le fait que c'est de la formation aussi, ce que vous allez faire en IA, etc. Et si vous avez justement, vous êtes sur un secteur d'enseignement qui se rapproche de ce que vous ferez, à l'Innocent Challenge, c'est jackpot, parce que souvent, c'est assez bien vu et les écoles, les universités restent quand même souples. Alors, plus ou moins, c'est pour ça que voilà, moi, j'ai quand même de la chance là-dessus. Mais c'est là où il faut aller un peu au combat des fois, aller chercher, grappiller des aménagements et sinon prendre des enseignements complémentaires à ce que vous ferez sur une Innovation Challenge. Ça peut être aussi intéressant voilà, pour économiser un peu de temps là-dessus aussi. Merci, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez faire et d'ailleurs qu'on peut appuyer aussi. Je tiens à le dire parce qu'on a essayé en fait, hein, on a rencontré beaucoup d'écoles et il y a beaucoup d'écoles et d'universités qui ont répondu présent, avec qui on a pu échanger dans le lancement de la première promotion d'AI for Tomorrow. D'ailleurs, faites-vous-en relais un maximum. Je vais vous envoyer quelque chose, vous avez mis d'ailleurs par rapport à ça, mais à tous les spectateurs, en fait, on a du coup une super communauté qui s'est créée et vraiment plein de bénévoles pour encadrer les projets. On a de la place pour avoir plus de projets que l'année dernière. On en a accompagné 14. Ce qui manque, curieusement, c'est la dispo des jeunes, des étudiants pour participer. En tout cas, aujourd'hui, on peut en avoir plus, on peut en accueillir plus et en soutenir plus. Donc, n'hésitez pas à relayer à la personne fan d'IA autour de vous ou fan de projets innovants, parce qu'il n'y a pas que l'angle technique ou IA. Et puis, on peut soutenir les démarches auprès des écoles. Il faut savoir que la difficulté l'année dernière, c'était peut-être que c'était quelque chose qui se créait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, et c'est véridique, hein, quand on leur a montré le planning du concours de l'Innovation Challenge, on nous a souvent dit, c'est pas possible, vous n'allez pas réussir à faire ça, et ils vont pas réussir à faire ça dans ces délais-là. Sous-entendu, tous les sprints sur les différentes thématiques et à aboutir à quelque chose dans ce calendrier-là. Je pense que même si on leur a dit, si, c'est possible, et on va le faire, ce que vous avez fait, au final, ça nous a surpris. Même nous, on ne s'attendait pas à ce point de travail et de résultats. Je le dis parce que vraiment, on est tombé de notre chaise quand on a vu les dossiers que vous avez déposés avant d'intégrer la finale. Donc maintenant qu'on a le recul avec un an et puis ces super projets qui se sont développés, je pense que les écoles, on peut leur apporter la preuve de ce qui est fait et de tout l'apport que ça a en termes de projets, de formation. On a aussi le catalogue des formations. Alors, c'est pas beaucoup, mais il y a une douzaine de formations qui sont délivrées pendant l'Innovation Challenge. Donc, on peut soutenir toutes ces démarches-là. Et du coup, c'est le moment peut-être de conclure ce petite heure de retour. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience, de nous avoir dit où vous en êtes. Je pense qu'on espère tous, on a tous hâte de pouvoir voir, parfois pouvoir même utiliser vos outils et de pouvoir vous aider à les développer dans les prochains mois. Encore merci d'avoir répondu présent à l'appel. Pour tous les spectateurs, je réitère vraiment
partagez autour de vous cette opportunité que c'est. Si là, normalement, vous êtes convaincus que c'est une super opportunité pour les jeunes qui y participent. Cette fois-ci, cette édition-là, on a une catégorie création pour les projets, les jeunes qui veulent créer un projet mais qui n'ont pas forcément d'équipe et qui veulent en trouver une et qui veulent créer un projet. Et on a aussi la catégorie progression. Donc, si vous avez déjà un projet existant avec une équipe et que vous voulez concourir et être soutenu, on a aussi cette catégorie-là. Ça va nous permettre de mettre en compétition les projets qui viennent de se créer entre eux et ceux qui ont un peu plus de bouteilles entre eux, mais aussi d'en soutenir plus. Donc, n'hésitez pas, peu importe si vous avez une idée ou pas, si vous avez une équipe ou pas, inscrivez-vous sur le site aifortomorrow.co. Merci à tous et bonne soirée.